Donc, salut à tous, on se fait notre petite live room, improvisée un peu, mais bon, je vais l'enregistrer parce que comme d'hab, il y en a qui peuvent pas être là et c'est tout à fait normal. Le pire, c'est ceux qui ne devraient pas être là et qui viennent quand même par peur de rater. Donc comme ça, je fais un enregistrement. Donc on est sûr que tout le monde est en phase. Pas besoin de rater vos rendez-vous ou d'aller vous cacher aux toilettes pour écouter une live room. Il y a un replay tranquille pour se faire. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet. J'ai hésité à le faire ce matin. C'est-à-dire que j'ai hésité à annuler l'émission prévue sur les robots de trading pour vous faire ça. Parce que du coup, hier soir, comme j'avais un petit peu de temps libre après avoir couché le petit, je me suis baladé comme d'hab pour m'informer. C'est-à-dire que je suis allé comme d'hab sur YouTube regarder des reportages ou des machins. Et putain, j'ai vu un nombre incalculable de suggestions sur le crack, sur la finance, sur le machin, sur le bidule. Et je me suis dit, oh putain, ça craint. Alors, euh, donc, parce que je me dis, moi j'en regarde certaines de ces vidéos, comme j'ai dit, les permabères, je leur accorde un peu d'importance, mais quand c'est leur timing, c'est-à-dire que là aujourd'hui, je pense que c'est le moment où les permabères vont avoir raison et où les permaboules vont avoir tort. Hein, voilà. Donc, il faut bien comprendre un truc, les deux ont tort, les deux sont mauvais en réalité. Un bon trader n'est pas biaisé point à la ligne. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui paraissent bons parce qu'ils ont un biais haussier dans un marché haussier. D'accord. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il faut penser à un cycle complet. Tout ce qui monte redescend, tout ce qui redescend remonte. Bref, voilà, ce sont des oscillations. Partout, je veux dire, le monde est conçu comme ça. La vie, la mort, le machin, le bidule, voilà. Enfin, tout n'est que cycle. Donc, il y a des cycles partout et il faut que vous pensiez cycle. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une vision la plus globale de quoi que ce soit, attendez d'avoir les deux contreparties. C'est-à-dire que, comme je dis, quand vous voyez un truc monter, attendez qu'il baisse pour comprendre comment ça fonctionne. Si vous regardez un truc qui ne fait que monter, c'est probablement qu'il vous manque une bonne partie de l'information. Et que vous allez très probablement vous la prendre dans la gueule après. Hein, on est bien d'accord. Une chose qui ne va que dans un sens, c'est généralement qu'elle accumule les risques de repartir dans l'autre et que tôt ou tard, on va finir par les voir. Donc, toujours pareil. Euh, le permaboule a aussi tort que le permabère. La différence, c'est que le permaboule a raison, son biais va lui apporter des gains supplémentaires pendant toute la phase de hausse du marché. C'est-à-dire que si le permaboule évolue sur des marchés sur lesquels, évidemment, il est en avantage, je parle ici par exemple des indices ou des trucs comme ça, parce que les indices, ça ne peut que monter, mais pour plein de raisons. Hein, voilà, c'est parce qu'il y a l'inflation, il y a plein de trucs. Donc maintenant, si on calcule, je vous donne des exemples pratiques, c'est-à-dire je vous donne une vision plus globale de ce contexte, un peu moins neuneux que de dire le mec qui achète plus qu'il vend dans les marchés, il a bien plus raison que le mec qui vend plus qu'il achète, puisque les marchés montent. Ouais, c'est bien. Ok, maintenant on applique ça. Donc le mec qui ne fait que acheter dans un marché haussier, c'est bien, encore faut-il qu'il soit bon dans le timing, c'est-à-dire qu'il faut qu'il achète les creux et pas qu'il achète les débordements des sommets. Parce que si tu prends le S&P 500 comme ici, là, tu te dis le mec qui achète les franchissements de résistance, bon bah il a acheté une fois en 2016. Alors pardon, bon là on va prendre juste l'exemple de la grosse tendance haussière depuis le bottom de 2016. Hein. Donc là il est obligé d'acheter un franchissement de résistance. Bon là déjà faut être chaud. Hein. Faut être chaud d'acheter ici, mais bon voilà, il achète juillet 2016, il va peut-être racheter une deuxième fois ici, et après derrière, comme on forme pas de résistance, tu peux pas acheter là, hein, donc qu'est-ce que tu fais? Ah bah tu vas peut-être acheter là une fois aussi, ah bah super, du coup tu as un achat là, un achat là, un achat là, ça te fera un prix moyen ici, oh putain, tu as réussi à passer en négatif à un moment donné, parce que tu te rends compte du truc. Donc le permabull, il est généralement pas très très bon en trading, parce qu'il va avoir une surconfiance dans le mouvement haussier et dans le mouvement perpétuel. Et donc, en fait, ce que va faire le permabull, c'est qu'il va oublier les gestions du risque. C'est-à-dire qu'un mec qui n'est pas permabull, il va effectivement acheter par là, acheter un peu par là, mais il va comprendre qu'ici, ça craint du boudin, il va encaisser des gains. Alors que le permabull, lui, il va te dire, mais non, mec, ça accélère, faut surtout pas sortir, t'as rien compris ou quoi? Bon, bref, voilà. C'est lui qui a rien compris en réalité, mais c'est lui qui va te critiquer derrière en disant que c'est toi le permabère. Alors qu'en fait, la plupart du temps, un bon trader n'est ni permabull ni permabère. Il a détruit les deux biais, ou en tout cas celui qu'il a, parce qu'on n'est jamais les deux. Et on est naturellement tous avec un biais. Il faut bien comprendre que, tout comme vos biais de débutants, d'accord, l'impatience et le besoin de comprendre, enfin, la peur de l'incertitude, d'accord, vous naissez quoi qu'il arrive avec un biais soit haussier soit baissier avec les marchés. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez avoir un avis sur ce qui s'y passe, parce que vous allez chercher à comprendre, hein, d'accord. Le biais permabère, c'est une des choses qui découlent du biais
du biais de compréhension et du fait que quoi qu'il arrive, vous allez avoir un avis naturel sur le marché qui dépendra tout simplement des convictions qu'on a foutues dans votre cerveau quand vous étiez gamin. Donc c'est-à-dire c'est des choses que vous ne contrôlez absolument pas, sur lesquelles vous n'avez aucun recul, et autrement dit, ça va impacter votre trading et vous ne le contrôlez pas. Merde, c'est encore un putain de biais qu'il va falloir travailler. Donc tout le monde est permaboule ou permabère au début. À vous de savoir lequel des deux vous êtes. Bon, vu que vous êtes chez moi, je vous le dis direct, la plupart du temps, moi, 80% de mon auditoire, entre guillemets, est permabère. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc oui, j'attire les permabères. Je ne sais pas, peut-être vous y trouvez une réalisation quelle qu'elle soit. Donc ça tombe bien, de toute façon, moi j'étais permabère. Donc pour vous apprendre à lutter de vos biais permabères, eh ben, au moins vous avez un permabère. Donc je peux vous parler d'un truc que je connais. Mais voilà, bon bah vous dis après je peux pas l'expliquer, c'est peut-être que bah voilà un permaboule il se retrouve pas dans mon discours ou Dieu sait quoi et bah du coup il va ailleurs, il va peut-être se former chez un permaboule. On s'en fout, voilà, encore une fois moi je fais pas à ce niveau-là. Ce qui m'importe c'est que voilà, je constate qu'il y a plus de biais bear ici que de biais boule. Bon, c'est clair, c'est pas une grande nouveauté, il y en a plein qui le disent sur tous les réseaux, que tous les permabères sont chez Phil, blablabli, blablabla. Bref, bon, évidemment, tout le monde commence avec un biais, vous êtes probablement permabère, c'est pas la fin du monde, et ça se traite. Ça se traite comme toute chose. Oui, oui, le permabère ou le biais contrarien, voilà. Le problème du biais contrarien, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont classé permabère, puis contrarien, puis tout ce qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce que je fais. Donc, comme je vous dis, la plupart du temps, une critique, c'est basé sur une mauvaise compréhension de ce qu'on critique. Il y a des critiques constructives, mais la critique bête et méchante qui revient à dire ah, il est ceci ou il est cela, c'est souvent parce que les gens ne comprennent pas ce que je fais. Alors après, c'est pas grave, hein, mais voilà. Donc, la différence entre le permabère et le contrarien, à votre avis, c'est quoi? Mais c'est une bonne question, Taz. Je vous laisse réfléchir un peu. C'est bien que vous apportiez vos propres réponses. C'est en réfléchissant que vous trouvez les solutions aux bons problèmes. Hein. C'est toujours pareil. Le permabère, c'est que lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il favorisera les ventes. C'est-à-dire que selon la vision permabère, je vous expliquerai en tout cas la vision que moi j'avais des marchés à l'époque, parce que j'ai pris du recul sur ces situations, donc je sais ce que je pensais à l'époque, les raisons et les biais cognitifs qui faisaient que je pensais comme ça. Et ce que j'ai utilisé, les astuces pour tout simplement tromper mon esprit, pour éviter que ce biais prenne le dessus sur mes décisions rationnelles de trading. Je suis toujours impacté, hein, qu'on soit d'accord, un permabère restera permabère. Hein, mais il y a le biais cognitif que vous ne pouvez pas changer, je veux dire, ou alors ça met des années à se détruire un biais cognitif. Mais ce qui est important, c'est de déconstruire le schéma qui fait que ce biais va prendre le pas sur vos prises de décision rationnelles. C'est ça la différence. Je suis toujours permabère, les gars, hein, mais la différence, c'est que ça s'immisce plus dans mon trading. Donc forcément, bah, j'ai plus les effets négatifs. Alors que c'est quand même pas génial d'être permabère dans un marché qui est en hausse 80% du temps, au moins. Mais qu'on soit d'accord, le permaboule, lui, il n'est pas trop dans la merde 80% du temps, mais alors quand on part en marché baissier, je vous raconte pas le carnage pour un permaboule, parce que lui il tombe de très haut, puis alors évidemment comme il lutte naturellement contre la baisse, qu'est-ce qu'il fait? Il renforce, il continue de buy the dip, et lui il se prend une cartouche atomique une fois tous les 10 ans aussi. Hein. Donc la finalité c'est la même, hein. C'est-à-dire que soit tu souffres 80% du temps et tu te rembourses 20% du temps, mais au final tu gagnes pas d'argent, soit tu te gaves pendant 8 ans et tu te ruines tous les 10 ans pendant 2 ans. Mais la finalité, c'est la même. Les deux font pas d'argent. Pire, si tu as vraiment un biais très impactant, tu vas même perdre de l'argent dans tous les cas. Donc en réalité, c'est tout sauf ce qu'il faut faire. Voilà. Voyez le cycle complet. Un permaboule, dans un cycle complet, il va être mis à très rude épreuve dans un cycle baissier. Tout simplement parce que son biais va traduire des émotions complètement contraires à ce qu'il faut faire à ce moment-là. Le contrarien, c'est pire que tout. Le contrarien, c'est le mec qui n'est jamais d'accord avec rien du tout. C'est-à-dire que pour lui, quand ça monte, ça devrait baisser, quand ça baisse, ça devrait monter. Et là, c'est très compliqué à gérer, parce que là, tout simplement, c'est un problème psychologique à la base là-dessus, qui est beaucoup plus complexe et qui est incompatible, enfin, pas incompatible, mais j'ai vu très peu de vrais contrariens réussir dans le trading. En fait, ces gens-là, normalement, s'épuisent. Je ne vais pas aller plus loin que ça, c'est que normalement, c'est un épuisement émotionnel qui fait que ces gens-là, les vrais contrariens, ils arrêtent de trader naturellement. Tout simplement parce que soit ils n'arriveront jamais à gagner de l'argent et ils s'en rendent compte et au bout d'un moment, on laisse tomber. Soit tout simplement, c'est la réalité qui les rattrape, c'est-à-dire que trop de pertes font qu'il n'y a plus d'argent et qu'ils doivent arrêter même s'ils n'en ont pas envie. Donc, le problème du biais contrarien, c'est que c'est le mec qui va de toute façon n'être jamais d'accord avec ce qui se passe. Donc,
dans l'ordre de ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout pas contrarien. Tout le monde est perma-bear, perma-bull, généralement. Et évidemment, il faudra apprendre à neutraliser ce biais. En tout cas, à réduire son impact. C'est-à-dire que, comme je vous avais appris sur les émotions, quand on avait parlé, rappelez-vous, du cortisol et des trucs comme ça, et de la dopamine, pas de la dopamine, pardon, putain, je dis n'importe quoi. Je suis fatigué là. Circuit de la récompense, merci. C'est quoi l'hormone? Je vais y arriver. L'endorphine, merci. C'était ça, c'est des trous de mémoire. Hein. Donc, comme je vous avais dit, le problème, c'est que si vous voulez lutter contre le stress, il faut aussi limiter vos niveaux d'endorphine. C'est-à-dire que, comme c'est un cycle, enfin c'est un cycle, c'est un schéma qui a ses propres réciprocités, c'est la même chose. En fait, si vous voulez lutter contre votre biais perma-bear, il faut détruire votre sensibilité baissière, d'accord, et ne pas pour détruire votre insensibilité au mouvement haussier, votre hypersensibilité au mouvement haussier, il faut détruire votre hypersensibilité au mouvement baissier. Est-ce que là, vous comprenez ce dont je vous parle? Ou pas du tout? Ça vous paraît obscur ou pas? C'est-à-dire que le raisonnement pour détruire un biais, c'est pas évidemment le raisonnement évident, puisque sinon ce serait trop facile, c'est de dire... Alors, je répète. Donc, tout comme je vous avais appris que pour gérer le stress, il fallait d'abord en fait commencer par gérer le stress de la perte et tout ça, qu'il fallait en fait travailler sur la façon dont vous réagissez au circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter les stress irrationnels, il faut déjà commencer par limiter l'euphorie que vous ressentez dans les marchés. Le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que pour limiter le stress que vous ressentez, il faut ressentir moins de plaisir. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Vous n'êtes pas là pour vous faire plaisir dans le marché, putain. Et si vous vous faites plaisir, comment voulez-vous ne pas stresser quand ça se passe pas bien? C'est mécanique, l'un contrôle l'autre, les deux sont liés. C'est la même chose pour détruire le biais perma-bear. En fait, tout le monde se dit que dans un biais perma-bear, il faut se faire pénitence quand le marché est haussier, il faut arrêter de lutter contre le marché haussier. Ben non, en fait, pour lutter contre un biais perma-bear, il faut accepter que c'est pas dans un marché baissier que vous ferez un max de blé. Alors que c'est le biais perma-bear vous fait que ça. C'est-à-dire que, comme vous êtes... Voilà, tu vois, le contrôle, c'est très bien, ça joue évidemment ici aussi. Dans le biais perma-bear, le besoin de contrôle est un catalyseur. C'est-à-dire que comme vous contrôlez rien, objectivement parlant, vous luttez contre un marché haussier, mais qui est plus fort que vous n'avez aucune incidence sur le marché. Donc c'est vous qui luttez contre vous-même. Donc vous allez forcément perdre, en tout cas... Je vous dis, moi, ce qu'il y avait de bien, c'est que comme j'étais pas trop mauvais en gestion du risque, je vendais plus que j'achetais dans un marché qui monte, mais j'arrivais à m'en sortir sans perte. Par contre, je gagnais que de chi, je gagnais des broutilles, parce que, évidemment, c'était compliqué de lutter contre un marché en tendance haussière. Évidemment, le même mec qui aurait fait la même gestion... Pourquoi? Ah oui, oui, parce qu'il remontait derrière. Mais ce qu'il faut que tu saisisses, voilà, la différence, c'est que un biais perma-bear, d'accord, c'est l'erreur du perma-bear, c'est qu'il se dit, ok, objectivement parlant, dans la hausse, la réalité, elle est face à toi. Tu sais très bien en fait que quand tu rationalises ce que tu fais, tu sais que c'est pas bien. Mais tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais me refaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que de toute façon, dans un biais baissier, je vais me gaver. Voilà. C'est là l'erreur. C'est de dire qu'en réalité, la première des choses à faire pour détruire un biais perma-bear... Ah non, moi je t'ai dit que j'allais prendre de l'argent. Je t'ai pas dit que j'allais finir millionnaire. C'est différent. Je ne vais pas multiplier mon compte par 4 dans la baisse. S'il y a une phase de baisse, je vais juste prendre mes gains annuels. Je n'ai aucune... j'ai jamais, à aucun moment, je t'ai dit que j'allais me gaver à la baisse. Je vais prendre des gains, oui, qui sont la contrepartie des risques que j'ai pris depuis 2 ans. C'est tout. Je vise pas le trade du siècle, moi. Et quand ça va baisser, je ne vais pas être là à renforcer, à doubler les tailles de position. Je vais continuer ma gestion du risque. En fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il y a beaucoup de gens qui disent, comme Phil lutte contre les mouvements acheteurs, il va faire n'importe quoi dans la baisse aussi, et puis de toute façon, il finira ruiné quoi qu'il arrive. Bon, non, la différence, c'est juste que j'ai un plan de trading, et que effectivement, en mensuel, je vends depuis 2018, et que c'est du putain de mensuel, quoi. Ça veut dire qu'en réalité, il s'est passé quoi? 25 bougies depuis le moment où j'ai commencé à vendre. C'est quoi 25 bougies pour un trade spéculatif? C'est que dalle, les gars, faut vous calmer, quoi. Oui, ça finira par réussir, ça peut très bien prendre 50 bougies de plus. C'est pas un problème. Donc il faut juste rationaliser le truc. Il y a des gens qui mélangent tout et n'importe quoi. D'accord? Le problème du perma-bear, ça se détecte comme ça. C'est quelqu'un qui lutte objectivement contre un marché haussier.
D'accord? Moi, je l'ai fait pendant des années, hein. Je l'ai fait à un moment donné. On était en plein QE, putain, mais qu'est-ce que je foutais à vendre au début, moi? C'était n'importe quoi. J'étais permabère en 2011, 2012. On lançait les premiers QE et moi, je trouvais ça malsain. Je regardais des mecs sur Internet qui disaient, mais attends, mais c'est n'importe quoi, la Fed qui injecte des liquidités, le crack va arriver demain. Et moi, je gobais leurs conneries. Donc, évidemment, on trouve toujours la justification. On va en venir après, hein, à comment les biais permabères s'alimentent et comment on détruit tout ça. On y viendra après, l'information et tout ça, c'est vraiment le truc qui vient derrière. Là, je vous explique juste comment détecter le biais permabère. Détecter que vous l'avez. Vous luttez objectivement contre des mouvements haussiers. Vous vous rendez compte, dès que vous rationalisez, que ce que vous faites, c'est pas normal, que le marché monte plus qu'il baisse et que vous devriez donc acheter plus que ce que vous vendez. Hein, voilà. Et pourtant, vous faites objectivement l'inverse. Donc, c'est qu'il y a un biais cognitif dont vous n'êtes pas conscient. Le biais, encore une fois, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Si on pouvait le maîtriser, ça ne s'appellerait pas un biais. Donc, le principe est que il y a cette idée-là, c'est la première, c'est la constatation rationnelle. La deuxième chose, c'est que l'irrationnel que vous ajoutez sur cette rationalité, c'est-à-dire, encore une fois, vous vous rendez compte que vous seriez plus profitable si vous achetiez. Moi, le premier, je m'en rendais compte à l'époque, mais j'arrivais pas à le faire. Tout simplement parce que je me cachais derrière un faux semblant qui revenait à me dire bon, c'est pas grave, aujourd'hui je suis moins profitable qu'un mec qui achète, mais demain quand ça va baisser, je vais me faire gaver d'argent. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous parle de ça? C'est ce dont je vous parlais avant. C'est que pour détruire votre lutte contre un marché acheteur, il faut détruire le fait que vous pensez irrationnellement que quoi qu'il arrive, vous serez plus profitable quand le marché sera baissier. En fait, on s'en fout. Vous ferez le même boulot quand le marché sera baissier. Et si vous commencez à penser comme ça, petit à petit, vous détruisez tout doucement, en tout cas, vous anesthésiez le biais bearish. C'est-à-dire qu'en arrêtant de vous dire je compenserai plus tard, naturellement, vous arrêtez la lutte. Alors, c'est un processus cognitif qui s'explique très bien en psychologie, évidemment. Bon, là, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que c'est des études complexes qui expliquent ça. Mais pour vous faire comprendre grosso merdo, dans les grosses lignes, c'est un peu la même relation que ce dont on parlait avec le cortisol et l'endorphine. Il y a un processus qui est entre les deux. C'est-à-dire que tant que vous conservez ce faux semblant et cette idéologie du futur qui va vous rattraper les erreurs du passé, tout simplement, tant que vous vous cachez là-dedans, vous continuerez à commettre les erreurs de manière totalement inconsciente. Alors que si vous supprimez cette idée-là selon laquelle vous allez réussir de toute façon à rattraper les irrégularités, vous verrez que votre cerveau arrête de vous prendre pour un con. Alors ça prend du temps, hein, je vous dis encore une fois, ça ne se détruit pas en 2 jours. Ça se détruit, c'est un processus psychologique, et il y a d'autres choses à faire, c'est-à-dire que quand vous avez un biais permabère, il faut arrêter de vous alimenter chez les permabères. C'est-à-dire que le problème, c'est que, comme toujours, comme vous êtes lié et face à une irrationalité la plus totale, la seule réalité à laquelle vous êtes rationnellement confronté, d'accord? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous avez un biais, d'accord? La réalité, elle vous le montre. Que si tu étais acheteur dans un marché haussier, tu serais plus profitable. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des barrières pour te voiler la face. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas chercher des informations qui vont dans le même sens. Moi, je faisais quoi à l'époque? Objectivement parlant, 2011, on cassait des résistances, le marché injectait de la liquidité. C'était la première fois qu'on faisait ça, on découvrait. Alors, évidemment, tu avais tous les permabères habituels, qui sont de vrais permabères, hein, d'accord, qui, sur les réseaux, nous faisaient quoi? Eh bien, je ne veux pas citer de nom, encore une fois, vous les trouverez tout de suite. Hein. Et puis normalement, si vous avez un biais permabère, regardez vos suggestions YouTube. C'est magique. Moi, j'ai un biais permabère, je vous le dis, je l'ai toujours eu et je l'ai encore. Mais je limitais son impact de fait qu'il ne joue plus aujourd'hui sur mon trading. Mais j'ai toujours une conviction personnelle que les marchés, c'est n'importe quoi et que ça finira mal et tout ça. Mais est-ce que je fais ça dans mon trading? Non, j'ai appris qu'il fallait séparer les deux. Mais ça n'empêche pas mes convictions, c'est ma personne qui pense ça. Je ne peux pas penser différemment que ce qu'on a foutu dans mon crâne depuis tout petit. J'ai simplement, il faut mettre quelque chose entre ça et l'action. C'est ça, le biais, il n'est jamais détruit. On le réduit pour qu'il soit inefficient sur la gestion du risque. C'est tout. Mais il faut bien comprendre le truc, c'est que quand vous êtes en train de vous voiler la face avec un biais permabère, tout ce qui peut vous rassurer et aller dans votre sens, ça permet de repousser le problème à demain. Mais le problème, il est toujours là. Et ça ne sert à rien, il faut y lutter efficacement. Le problème, c'est que si objectivement parlant, aujourd'hui, votre trading est perdant parce que vous avez un biais permabère, en tout cas, vous serez moins perdant si vous l'analysez, ce biais permabère, et que vous travaillez dessus.
Alors, maintenant, on va rentrer un peu en psycho, un petit peu plus. Le biais permabère, d'accord? À quel type de psychologie ça a affaire? C'est-à-dire que, encore une fois, connaissez-vous vous-même, et déjà, ce sera un petit peu mieux pour lutter contre ce qui altère vos jugements. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous jeter la pierre, tout le monde a un biais, tout le monde naît avec l'un ou l'autre. D'accord? Il n'y a personne qui naît équilibré au trading. Tout le monde naît soit avec un biais permaboule, soit avec un biais permabère. L'histoire prouve qu'il y a plus de permabère que de permaboule. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être que les conneries de la finance et les différents cracks boursiers marquent plus les gens que les formidables gains qu'on peut faire là-dedans aussi. Mais bon, bref, ça dépend en gros de votre histoire, de ce à quoi vous avez été confronté, et tout ça. Voilà. Bon, moi je ne vais pas aller plus loin, je vais parler de ma propre histoire, parce que je peux vous parler de ce dont je parle. Donc le principe est de dire, voilà, moi j'ai un fort sentiment pour la justice, je suis comme ça, c'est ma personnalité, en gros j'y peux rien. L'injustice, ça me rend complètement taré. Donc je supporte pas l'injustice, d'accord? Et je suis quelqu'un de très rationnel, très terre à terre. Alors va te confronter au marché qui est tout sauf terre à terre, qui est tout sauf réaliste, et qui, en plus de ça, est très injuste, tout simplement parce qu'il y a une quantité astronomique de pognon, et que le pognon étant aujourd'hui le symbole du pouvoir, vous avez tout un tas de gros connards qui viennent faire n'importe quoi sur les marchés. Donc ça, évidemment, eux, ils n'hésitent pas à transgresser les règles, donc à travailler mon biais d'injustice, et je trouve ça injuste qu'ils aient le droit de faire toutes les conneries du monde, et que derrière, la Fed vienne sauver leurs fesses. Oui, ça me casse les couilles, c'est pas normal, d'accord? Mais en attendant, à l'époque, j'aurais vendu pour ça. Cette simple raison, ça m'aurait fait appuyer sur le bouton de vente. Aujourd'hui, non, bon, rien à foutre. Oui, je suis conscient de ça. Oui, je trouve ça injuste et complètement stupide et je connais les conséquences. Ça finira mal. Mais en attendant, je ne mise pas tout sur le fait que ça ira mal pour me gaver le jour où j'aurai raison et souffrir le reste du temps. Comprenez ça, arrivez à faire cette simple différence et rien que là déjà vous travaillez activement sur votre biais d'incertitude. Tout simplement parce que vous changez les processus psychologiques, vous changez les réactions que vous avez par rapport à un stress. Ça génère un stress, en fait, le biais de permabère. Et c'est la réponse irrationnelle que vous apportez à ce stress qui altère votre jugement et votre trading. Apportez-lui une réponse rationnelle. Soyez conscient de ce que vous êtes, soyez conscient que vous ne changerez pas ce que vous êtes, arrivez juste à dissocier ces processus. Quand vous tradez, vous ne tradez pas ce que vous pensez, vous ne tradez pas ce comment vous avez été élevé, vous ne tradez pas votre injustice ou Dieu sait quoi. On n'est pas là pour faire les justices. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ça, tu vois, Numos. Alors tiens, on va voir si vous commencez à comprendre un peu ce à quoi je vous. À votre avis, Numos, du coup, il est dans quel biais, lui? Eh ouais. T'es plutôt contrarien. Le problème, c'est que normalement, un biais bear, c'est bear partout, hein. Voilà. Donc fais attention au biais contrarien. Il peut être plus ou moins impactant. Le biais contrarien, c'est le plus difficile à travailler. Parce qu'évidemment, ben, en fait, ta logique va simplement être une logique contrarienne, c'est-à-dire que tu vois de l'excès partout, et tu veux, pardon, enfin tu vois pas de l'excès partout, tu réalises tes propres ambitions à travers le marché. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'entre guillemets, tu as des choix qui sont faits de manière purement aléatoire. C'est-à-dire que certains trucs, tu vas les voir comme positifs, donc tu vas les voir comme extrêmement positifs. Certains trucs, tu vas les voir comme négatifs, et tu vas les juger extrêmement négatifs. Tu vas juger en gros guillemets les marchés comme tu veux. Tu vas dire par exemple le gold, ça me paraît bien, donc je suis excessivement bullish dessus. Le S&P 500, oula, c'est sale, donc je suis excessivement baissier dessus. Ça, c'est très 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 dangereux. Parce que justement, l'histoire prouve que les biais contrariens sont les gens qui naturellement vont dans l'opposé de ce qui se passe le plus. C'est-à-dire que les marchés sont en tendance haussière la plupart du temps, pour des raisons, encore une fois, très pragmatiques. L'inflation, les injections monétaires, la hausse des tailles de bilan et tous ces trucs-là, ça ne peut que faire monter les valorisations boursières. Donc, il y a des processus qui font que la bourse, elle montera toujours plus qu'elle baisse. Donc, ça monte plus vite, toi tu vas vendre parce que tu trouves que ça monte trop. Les cryptos, bon, bah, il y a beaucoup trop d'engouement, beaucoup trop de demandes pour une offre limitée. Autrement dit, tu fais quoi? Tu te dis, oh bah génial, du coup tout le monde va acheter. Alors que, bah, preuve en est, probablement pas. Donc pour l'instant, il faut faire attention. Ok? Peut-être un biais contrarien. Après, je te dis ça, je te connais pas s'il faut vraiment voir en personne ces trucs-là. Mais voilà, fais un petit peu attention. Le biais contrarien, c'est le plus dangereux. Alors, jusqu'à ce moment-là, est-ce que c'est compris pour tout le monde, le problème de là?
Voilà, mon pauvre. Alors, les biais, c'est de la psychologie et je précise bien, justement, dans le PDF, que je ne fais que des énonciations subjectives, succinctes des différents aspects psychologiques. Là-dedans, je vous parle du dominant, du soumis, des profils de risque et des trucs comme ça. Parce que c'est la base pour commencer pas trop mal. Mais encore une fois, j'insiste bien et je le dis bien dedans, la psychologie est un processus extrêmement complexe, complet, et je pourrais jamais faire rentrer ça dans un PDF. Tu te rends compte du nombre d'heures de vidéos que je vous enregistre sur la psychologie? Et je pourrais creuser encore plus que ce que je fais dans les vidéos, hein. Donc imagine un peu le truc, hein. C'est pas un PDF qu'il faut faire. Je pourrais faire des dizaines de bouquins sur la psychologie. Si mon kiff c'était de vendre des bouquins, rassure-toi, j'en aurais des choses à vendre, hein. Donc, non, non, voilà, je vous fais des émissions parce que je pense que c'est le moyen le plus efficace en termes de temps investi par rapport à ce que vous apprenez. Parce que écrire un bouquin, ça me prendrait 3 fois plus de temps. Mais voilà. Donc, le biais permabère, donc je le traite ici en premier parce que je sais que parmi vous, il y en a la plupart qui sont là-dedans, plus que le biais au permaboule. Donc comme je vous dis, je sais pas, hein, c'est tout simplement, je pense que les gens s'attirent tout simplement et que comme j'ai un tendanciel permabère, évidemment, alors quand je dis permabère, c'est voilà, un biais baissier, d'accord, un biais baissier sur les marchés. Ce qu'on appelle le permabère, c'est l'excès de biais baissier en fait, hein, voilà. Moi j'ai un biais baissier qui s'est traduit par un sentiment permabère il y a des années. Aujourd'hui, j'ai toujours un biais baissier, mais qui est bien plus faible qu'à l'époque, bien plus maîtrisé. Aujourd'hui, il n'impacte quasiment plus mon trading. Ça impacte toujours une fois de temps en temps, hein. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé certains de mes biais permabère il y a de ça 2 ans, là, quand j'ai commencé à vendre un peu Wall Street. Parce que c'est mes biais permabère qui sont ressortis, parce que le swing, j'étais pas encore trop en contrôle. Je le dis encore une fois, j'ai fait des bêtises il y a 2-3 ans, là, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à vendre Wall Street, tout simplement parce que, objectivement parlant, j'avais des prémices de signaux vendeurs, et que j'y suis allé un peu fort, tout simplement par ces biais permabère. C'est des erreurs que je commettais plus depuis des années. Je vous dis, regardez la perte de 2018, là, fin 2018, où je me suis pris 8% dans la gueule parce que j'ai vendu le S&P, le Dow Jones et le Nasdaq en même temps, et que comme un gland, je fais jamais ça normalement. Mais là, je l'ai fait. Tout ça pourquoi? Biais permabère, hein. Voilà. Enfin, biais bearish classique qui a altéré mon jugement. C'est ça qui était à la cause de l'erreur. Mais encore une fois, je ne suis pas parfait. Quand je traite quelque chose de nouveau, ça soumet un stress et j'ai des réponses irrationnelles très qui reviennent naturellement. Je vous dis, c'est la maîtrise de son sujet qui fait qu'on évite le stress et donc qu'on évite les réponses irrationnelles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le swing, je suis beaucoup plus à l'aise que je l'étais il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je m'y mettais doucement parce que je savais que j'étais papa et voilà, il fallait que j'arrête l'intraday, quoi. Donc j'avais pas d'autre choix, il fallait s'y mettre. Ça s'est pas fait sans fracas, encore une fois, hein. Il n'y a pas de souci. Je ne cache pas mes erreurs swing du début, hein. Aujourd'hui, je suis bien plus efficace. Voilà. Alors, donc, maintenant, on revient sur le processus à suivre pour se dépermabériser, d'accord? C'est-à-dire limiter l'impact de son biais baissier sur ses décisions de trading. J'insiste, c'est important, le biais restera toujours en vous. Vous êtes ce que vous êtes, vous ne changerez pas. En tout cas, le changement de psychologie peut se produire, mais soit c'est par un traumatisme énorme dans votre vie, soit c'est par des processus très lents qui prennent des années. Donc, en gros, demain, vous n'allez pas vous n'allez pas vous transformer avec un biais haussier. Voilà. Vous allez très probablement garder ce biais baissier, mais il va juste falloir apprendre à limiter ses impacts sur votre trading. Donc, le premier truc à faire quand on est permabère, arrêtez toutes les solutions de facilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez regarder une vidéo de permabère, dites-vous pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous êtes en train de vous informer ou est-ce que vous êtes en train de vous rassurer? Moi, aujourd'hui, je vous dis, je regarde des vidéos de permabère, mais je sais pourquoi je le fais. Moi, je le fais pour m'informer, je ne le fais pas pour me rassurer. Je le fais parce que ça m'intéresse aujourd'hui de voir les permabères, parce que je pense que c'est le timing des permabères qui va arriver. Donc, leurs arguments m'intéressent. Mais ça ne veut pas dire que je trade avec ces arguments-là. D'accord? Les arguments, je vous les partage parce qu'il y a des bonnes choses. Vous croyez que j'ai sorti ça d'où, le repo market et tout ça? J'ai pas inventé ça dans ma tronche, c'est des permabères qui m'ont appris à regarder ces trucs-là. Mais j'ai pris l'information, mais je ne l'ai pas traité immédiatement. À l'époque, j'aurais fait ça direct. Le mec me parlait du schéma du marché repo et compagnie. Et c'était très intéressant, hein, encore une fois, informatif. Je me suis informé et j'ai pas tradé. À l'époque, j'aurais tradé. J'aurais fait, ah ouais, bon, d'accord, donc le repo, ça va se péter la gueule dans les semaines, et bam, trade vendeur. Ben non, 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 encore une fois. Et le problème du biais baissier, c'est que, comme vous êtes persuadé de l'urgence, d'accord, le vrai biais cognitif derrière, celui qui, comme je vous dis, fait que vous vendez, mais que pire, vous vendez plus
que ce que vous achèteriez en termes de montant, parce que vous avez ce sentiment d'urgence, le sentiment que c'est imminent et que ça va arriver tout de suite. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'excès de stress vient aussi de l'excès d'excitation que vous avez et de fascination pour le biais baissier. Ça vous fascine le crack. Ah, ça vous plaît, hein, ça vous fait bander. Et dès que vous voyez une vidéo sur le crack, bah, tout de suite, allez, je vais voir, c'est génial. Ouais, moi, ça me fait ni chaud ni froid, les mecs qui sont en train de crier au crack, là, imminent, dans la semaine, dans le mois qui vient, dans le machin. M'en bats les couilles, mais complet. Ça m'intéresse de voir ce dont ils parlent, pour l'information. Et puis ça me fait d'ailleurs beaucoup rire souvent de voir quels sont les gens très mal informés qui arrivent à communiquer sur des canaux très 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 ouverts, des mecs entre guillemets qui font des dizaines de milliers de vues alors qu'ils comprennent rien à rien à ce qu'ils sont en train de dire. Mais bon, c'est très amusant. Voilà. Bon, moi ça me fait rire dans ce cas-là. Mais donc faites attention. Comprenez bien que la première chose à détruire dans votre biais, c'est ça. Arrêtez de regarder les permabères, parce que la plupart du temps, vous faites ça pour satisfaire votre irrationalité. C'est-à-dire que pour compenser l'irrationalité, vous allez chercher des informations qui vont dans votre sens. Arrêtez de faire ça. Pire, regardez des vidéos de permaboule. C'est très bien. Voilà, comme ça, vous serez en lutte contre ce qu'ils disent, vous ne serez pas d'accord, mais au moins vous aurez un avis qui sera différent du vôtre. Et c'est important de faire son avis. Moi, encore une fois, je regarde des permabères et je regarde des permaboules. Et je fais mon mix entre les deux. J'adore regarder les deux. C'est très bien, ça me donne un avis de ce que pensent les permaboules. En ce moment, ils font quoi les permaboules? Ils se disent, putain, on est baissier irrationnel, les gens sont ultra bères, du coup, ça va remonter. C'est fantastique. De toute façon, tu les écoutes, c'est toujours ça, les permabères, hein, les permaboules. C'est, les gars sont irrationnellement baissiers, donc on va monter. Ouais, tu vas voir, il y a un jour où ils vont se planter et ils vont pas le voir venir. Mais bref, c'est l'erreur du permaboule, hein, tout comme les permabères ont des erreurs stupides de penser que ça va toujours baisser demain et de vendre de manière irrationnelle. Là, un permaboule, je te dis un truc, on va baisser de 5 à 10%, le premier truc qu'il va faire, c'est putain, buy the dip, les mecs sont super bères, tu vas voir, ça continuera de baisser cette fois, ils vont se prendre des gadins de malades. Donc c'est la même chose, tous ces biais-là vous mènent à la perte sur la globalité du cycle. Le permaboule, il aura l'air d'être plus efficace 80% du temps, mais il finira aussi mal que le permabère. Les deux finissent mal dans tous les cas, et plus le biais est impactant, plus la perte est énorme. C'est-à-dire que plus vous tradez avec une espérance de gain négative. Si le biais est juste impactant, mais pas non plus traumatisant, ce qui est le cas pour la plupart des gens, ça impacte. C'est-à-dire que le fait d'être sous l'influence de ce biais, bah, ça vous rend moins profitable, voire pas profitable du tout, parce que tout simplement vous êtes profitable le reste du temps, puis quand votre biais se met au travail, il compense tout simplement vos gains et vous revenez à la case départ perpétuellement. Donc combattre ce biais, ça fait partie des progressions psychologiques que vous faites, qui font que d'abord, il faut quand même apprendre une stratégie. On ne travaille pas son biais bearish avant d'avoir appris une stratégie. On ne travaille pas son biais bearish avant de savoir ce qu'est la gestion du risque. Donc apprenez déjà une stratégie, apprenez à moduler vos prises de risque sur différents trades, et ensuite on travaille sur le biais permabère. Le biais permabère, c'est pas celui qui vous fait absolument perdre, c'est pas la solution à tous vos problèmes. La solution à tous vos problèmes, c'est d'abord de commencer par des rationalités, apprendre les stratégies de trading, apprendre la gestion du risque, c'est la base. Vous ne foutez pas les biais permabères avant, ça ne sert à rien. En fait, de travailler activement sur vos biais permabères aujourd'hui, si vous n'avez toujours pas appris une stratégie et une gestion du risque, eh ben, vous comprenez qu'en réalité, ce que vous allez éventuellement réussir à retirer, déjà ça va vous demander une énergie colossale de lutter activement contre ça, pour des résultats minimes. Vous feriez mieux de dépenser cette énergie à apprendre ce qui vous fera réellement progresser. Pire, la gestion du risque, ça va commencer déjà à affaiblir votre biais baissier. Parce que tout simplement, vous remplacez des comportements irrationnels par des comportements rationnels. Rien que ça, déjà, ça affaiblit les biais. Ça les réduit, ça les rend plus perméables. Et derrière, vous pouvez travailler activement dessus, mais mettez toujours des étapes, c'est important. Okay, ça vous passionne la psychologie et vous allez vous dire putain génial, le biais permabère c'est le truc qui m'empêchait de gagner, si je lutte contre mon biais permabère, demain je suis profitable. Ouais, mais si tu n'as toujours pas de stratégie et que tu piges toujours rien à la gestion du risque, bah, tu vas probablement pas être plus profitable non plus. Donc attention avec ces solutions-là. La psychologie, vous voyez souvent ça comme une solution de facilité à solution à vos problèmes, parce que ça vous paraît accessible, et encore une fois, vous avez l'impression de comprendre quels étaient vos problèmes. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que vous appreniez une putain de gestion du risque. Commencez par comprendre ça, hein, et après, vous essayerez de vous attaquer à la psycho. Ok ? Mais oui, non, mais attention. Le biais permabère, je suis conscient que par moments, ça transpire dans mes émotions, et j'y peux rien, c'est comme ça. Je dis encore une fois, je suis ce que je suis, et je vous parle sans filtre. Je pourrais, si tu veux, enregistrer les émissions et couper tous les moments où, avec un peu de recul sur ce que je dis, je trouve que je suis un petit peu trop permabère. Je pourrais faire ça. Il y en a qui le font, hein, encore une fois, si tu commences à couper dans les vidéos, tu peux faire ce que tu veux, et derrière, l'information que tu transmets, elle est volontaire, calculée. Voilà. Moi, je préfère
quitte à, évidemment, que vous subissiez quelques écarts. Et j'en suis conscient, je vous dis, je ne suis pas parfait, mais je préfère ça que de passer des heures derrière à re-regarder des vidéos, filtrer ce que je veux pas mettre et des trucs comme ça. Je préfère en fait le brut de décoffrage, même si ça a des contreparties négatives. Parfois, je transpire un biais permabère ou des trucs comme ça. Enfin, je transpire un biais baissier. Et je suis conscient de l'impact que ça peut avoir chez vous. Mais voilà, encore une fois, si vous êtes rationnel, vous vous rendez compte aussi que normalement, toujours après un peu de biais permabère, soit je reviens le lendemain pour vous dire, bon, j'y suis allé un peu fort, et voilà. En fait, je rebalance toujours. Je suis ni permaboule ni permabère. Je suis aucun des deux. J'ai une tendance plus baissière qu'haussière. Ça, c'est clair et net, et elle sera toujours là. Seulement, normalement, vous avez compris que je suis capable de balancer ces informations-là de manière bien plus efficace que la plupart des gens. Hein. Alors que des biais permaboules qui sont capables de se remettre en question, j'en vois malheureusement beaucoup moins. Mais encore une fois, ils auront tort une ou deux fois, hein, mais une ou deux fois qui suffit pour leur brûler l'intégralité du compte. Ou pas l'intégralité, mais en tout cas les trois quarts des gains. Et là, encore une fois, je sais de quoi je parle. Hein. C'est juste que, comme d'habitude, la plupart des gens ont des biais cognitifs qui les invitent à communiquer sur les réussites et à cacher les pertes. Hein. Et encore une fois, ce sont des biais qui sont typiques de gens qui ne finiront jamais traders. Hein. Si tu caches tes pertes, tu ne gagneras jamais en trading. Parce que tu ne comprends pas qu'à la base, c'est ça. Le trading, c'est l'humilité avant toute chose. Tu n'es pas plus fort que les autres. C'est débile, on n'est pas là pour montrer qu'on est plus costaud, qu'on a le plus gros biceps, qu'on est plus gros... Non, ceux qui font ça, c'est les vendeurs de bagnoles. Et l'histoire a prouvé que les vendeurs de bagnoles, ils peuvent être très efficaces en trading. Même c'est parmi les meilleurs traders. Par contre, ils durent jamais bien longtemps. C'est con ça quand même. Alors que voilà, si vous voulez apprendre le trading comme un métier, je pense que l'intérêt c'est de quand même continuer à faire ça dans 5 ou 10 ans. Donc sur 5 ou 10 ans, il n'y a aucun vendeur de bagnole qui a jamais réussi à durer plus de 8 ans. Hein. Voilà. En général, ils font un cycle économique, puis ils arrivent plutôt à la fin. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand l'argent est gratos et qu'on peut faire des bêtises et qu'ils peuvent vendre des bagnoles facilement. Mais ils font ça pendant 3-4 ans, ils prennent des millions, ils sont super bons en trading, et puis bah, la contrepartie arrive, et bam, la claque arrive, ils ruinent tout le monde, et puis bah, voilà. Donc, encore une fois, soyez rationnel, pensez sur la globalité du cycle, pensez que les gens qui survivent au cycle sont les gens qui ont détruit les biais, parce que tant que vous avez un biais, vous finirez par subir la contrepartie, tôt ou tard. Le biais haussier, c'est le plus pernicieux, parce que vous ne le voyez pas, et vous souffrez du biais une fois, alors que vous allez probablement, en gros, sur 10 fois, ça va passer crème. 8 fois, vous allez d'ailleurs prendre confiance, et puis c'est la 9e et la 10e fois, où vous avez la confiance chargée à bloc, et vous commettez des erreurs. Et à ce moment-là, vous faites quoi? Le marché baisse, vous voyez ça comme une super opportunité, vous faites comme le biais permabère, vous pensez que c'est le moment où il faut y aller fort, vous mettez des tailles de position augmentées, qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez encore plus la perte, et là, c'est le gadin final. Tout simplement, vous pouvez avoir eu raison pendant 8 ans pour cramer un compte en simplement quelques semaines. Et vous savez quoi, des exemples comme ça, j'en ai. Hein. Alors j'en ai moins, parce que comme je vous dis, les gens que je peux toucher, je peux pas, j'ai dit, je repère des patterns. Donc je l'ai vu depuis très longtemps que vous étiez majoritairement permabère. Et une large majorité. C'est quasiment du 75-25, voire 80-20. Donc évidemment que je communique et que j'ai accès. Pardon ? Non, non, non. Alors je pense qu'il y a potentiellement une partie de ça aussi. Je pense aussi que de toute façon, euh, naturellement, je pense que la finance crée des luttes. Et comme la finance est naturellement haussière, le biais le plus facile, c'est la lutte. Donc, je pense que la naturalité de l'humain le pousse à de toute façon lutter contre ce qu'il ne comprend pas. Donc, comme on ne comprend pas la finance, on lutte. La meilleure façon de lutter, c'est de lutter contre ce qui est en place, c'est-à-dire des tendances haussières. Donc je pense que naturellement parlant, il y a plus de gens permabères, enfin il y a plus de biais baissiers que de biais haussiers. Je rêverais en fait de pouvoir réellement faire une étude sur ça. Problème, la population que moi je peux toucher est biaisée. Donc je ne sais pas si vous êtes représentatif de la globalité, ou si c'est l'échantillon auquel moi j'ai accès qui est biaisé par rapport à la totalité. Donc n'ayant pas la bonne réponse, je ne donne pas la réponse, je ne la connais pas. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que vous, oui, vous êtes beaucoup plus teinté bear que boule. Je ne connais pas le reste du panel, encore une fois. Donc je m'abstiens de faire des commentaires sur ce que je ne connais pas, mais par contre, j'essaie de vous aider. Comme je dis, ça tombe bien, j'avais le même biais, donc j'essaie au moins de vous aider à travailler ce biais-là. En réalité, que vous soyez plus bear que boule et tout ça, qu'est-ce qu'on en a à branler? Ça fait parler les glands, c'est tout. Oui, ils vont dire que tous les permabères sont chez Phil. Bah, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre? On s'en fout, on a tous un biais. Alors, au bout d'un moment, accepte et bosse dessus, quoi. Je veux dire, il n'y a que ça à faire. Hein. En fait, en parler, ça sert à rien.
D'accord? Enfin, commenter ce genre de truc, c'est d'une stupidité affligeante, ça produit aucun effet. L'effet, c'est qu'on veut tous progresser. Donc progresser. Voilà. Qu'il y ait plus de biais baissiers ici, j'en sais rien. Je vous dis, si ça se trouve, c'est peut-être le cas partout. Et c'est peut-être une normalité, en fait, que 80% des gens aient plutôt un biais de lutte baissière face au marché financier quand ils se forment au trading. Je n'en sais rien. Voilà. Je suis conscient que je peux avoir un échantillon biaisé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est chez les autres formateurs, et ainsi de suite. Voilà. Je ne sais pas si c'est un biais de formateur ou si c'est tout simplement une statistique naturellement présente chez les gens qui se forment au trading. N'ayant pas la réponse, je ne parle pas de sujets que je ne connais pas. C'est vrai, voilà, on allait le faire. Donc voilà, la base de tout ça, et on en parle maintenant parce que justement, c'est ce que je vois dernièrement. Donc en fait, la base qui a mené vers cette live room, je dis, c'est que j'hésitais à le faire ce matin, puisque donc hier soir, après avoir couché le petit, je me suis emmerdé pendant quelques heures, ce que je vous disais, et du coup, quand je m'emmerde, au lieu de m'abrutir de conneries à la téloche, je regarde souvent des reportages. Et ce qui m'a frappé hier, c'est que je regardais ma colonne de suggestions dans YouTube, et putain, mais j'avais tous les deux la marche. Pardon, je veux pas citer le nom, je suis con. Bref, Bref, toutes ces. Merde, fais chier. Bon, ça, c'est ce genre de truc que j'aimerais bien passer. Bon, de toute façon, Olivier, je le connais pas, mais je suis sûr que si on devait se parler, de toute façon, il en est tout à fait conscient, je pense. Donc, il y a pas de souci. Je pense pas insulter la personne. En tout cas, c'est pas du tout le biais ici, ni la volonté. Et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre que c'est absolument pas la volonté ici. Mais il faut bien comprendre que ce discours-là est clairement, effectivement, teinté ultra bear. D'accord? C'est pas un discours. C'est pas un discours pondéré, c'est un discours orienté. Donc à partir du moment où le discours est orienté, il est donc biaisé. On est bien d'accord. C'est pas une nouveauté. Je veux dire, en fait, j'apprends pas. C'est pas une invention, tout le monde le sait. Voilà. Bon, c'est pas un problème. Ça n'enlève rien à l'information que ces gens-là transmettent, qui est de tout aussi bonne qualité que l'information des permaboules. Le principe, c'est que vous ne devez pas, si vous avez un biais baissier, vous informer chez ces gens-là. Tout simplement parce qu'au lieu de prendre l'information, c'est votre biais qui travaille. C'est-à-dire que ce que vous faites là-bas, c'est que vous venez vous rassurer. Donc la base, c'est commencer déjà par éviter de vous rassurer, parce que quand vous le faites, la plupart du temps, vous le faites pour de mauvaises raisons. Vous pourrez re-regarder ces gens-là après, quand vous aurez réduit l'impact du biais. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous viendrez chercher de l'information au lieu de venir chercher de la compensation d'un stress. Vous venez naturellement compenser un stress en regardant ces choses-là. Donc faites attention. En fait, posez-vous la question. Encore une fois, je dis vous, parce que je fais une généralité et parce que tout le monde passe par là quand on a un biais baissier. Ces phases-là, je les ai eues également. Ces gens-là, je les ai regardés pendant des années. Et évidemment, ils ont alimenté ce biais baissier. Et donc, c'est quand j'ai arrêté de regarder et quand j'ai pris conscience du problème que je m'y suis attaqué réellement. C'est ce que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui. Quand je vous parle de ça, c'est les choses que moi j'ai appliquées il y a des années pour combattre le truc. Je vous ai dit, j'ai compris que ce qu'il fallait faire, c'est que pour arrêter de lutter bêtement contre un marché haussier, il faut arrêter de se dire qu'on va se rembourser le jour où ça va baisser. D'accord? Vous êtes objectivement pas gagnant à ce moment-là. En tout cas, vous ne gagnez pas à appliquer ce biais-là. Pire, il vous tire vers le bas, mais vous vous dites, c'est pas grave, ça me tire vers le bas, mais demain, ça me tirera vers le haut beaucoup plus fort que vers le bas. Donc, vous continuez à vous complaire dans le biais, alors qu'en réalité, non. Voilà. Oui, ça baissera un jour, mais ce n'est pas ce jour-là qu'il faudra vous rembourser de tout ce que le marché vous a pris injustement avant. C'est exactement comme ça que je pensais à l'époque. Je me disais, de toute façon, ça va arriver la baisse. C'est évident, ça va arriver, et le jour où ça va arriver, je rembourserai tout. Eh ben ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est de penser comme ça. C'est qu'à la base, tu commences à fantasmer sur le jour où ça va baisser, parce que c'est ce jour-là où tu vas gagner énormément d'argent. Quand tu places ça de manière rationnelle, quand tu parles comme ça, quand tu dis ces mots, tu te rends bien compte de la connerie. Tu vois ce que je veux dire, quand tu prends conscience de ça, comment tu veux continuer? Tu sais très bien que c'est débile de penser comme ça. Alors pourquoi tu penses comme ça? Parce que c'est ça les vrais biais qu'on fait.
Le vrai biais, c'est que tu te dis pas c'est grave, c'est pas grave. Enfin, tu te dis c'est pas grave de prendre quelques pertes aujourd'hui. De toute façon, ça ira mieux demain. Mais non, bordel de merde. La réalité, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Demain, c'est un autre jour. Et pire, demain, il faut pas avoir cette vision-là parce que c'est probablement comme ça que tu vas mal exploiter la tendance baissière. Elle va arriver, c'est sûr. Tout a sa réciproque. Mais si tu fais ça n'importe comment, que tu prends trop de risques dans la tendance baissière parce que tu es dans l'excitation, parce que cette fois, c'est toi qui as raison. Ah bah oui, putain, t'es dit, sur tous les cycles économiques, il y a un moment où tu vas avoir raison quand tu as un biais, quoi que ce soit haussier ou baissier. Si à ce moment-là, tu fais n'importe quoi, les mêmes émotions qui t'impactaient avant vont t'impacter ici aussi. Et tu crois sérieusement que l'altération de ton jugement, c'est bon? Non, non, ça marche dans les deux sens, mon gars. En fait, que tu luttes contre le marché haussier, ça a un effet négatif. Que tu amplifies ta perception d'un marché baissier, ça a un effet aussi négatif. Ça fait quoi? Ça fait qu'à la fin, tu perds sur tous les tableaux. En tout cas, ce biais-là, il te limite tes gains. Il te limite considérablement tes gains. Dans un marché haussier, il va augmenter tes pertes. Dans un marché baissier, il va limiter tes gains. Parce qu'en réalité, en étant tellement agressif comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas renforcer, boum, tu es dans l'aveuglement, tu te dis mais c'est pas grave, on ira plus bas, j'ai une target à 1500 machin, on va aller à 1500, tu gardes toutes tes positions ouvertes, pouf, du jour au lendemain, je sais pas, un truc que tu n'avais pas prévu, ça arrive, le marché reprend 10% en une journée, tous tes gains s'envolent, et ben voilà. C'est génial. Si ça avait baissé de 5% de plus, tu aurais pris 200% sur la taille de ton compte, et là tu viens de tout perdre. Tu viens de perdre tous tes gains. Tu joues à qui tout double, tout simplement pourquoi? Parce que tu prends des risques totalement irrationnels, tu ne respectes pas tes plans de trading. C'est impactant dans les deux sens, les biais. Il faut bien comprendre que rien n'est jamais unidirectionnel. Tout est toujours binaire. Chaque chose a une conséquence. Comprenez bien que le biais baissier, ça altère la vision dans un marché haussier, ça altère considérablement la vision dans le marché baissier aussi. Et si vous comprenez que vous luttez que sur un tableau à chaque fois, eh ben vous comprenez pourquoi ça ne marche pas. En fait, il faut lutter des deux côtés du tableau. Il faut à la fois détruire la perception exacerbée d'un marché baissier que vous avez quand vous fantasmez sur le marché baissier, et ça, naturellement, ça réduit la lutte que vous allez mettre en place sur le marché haussier. Moi, je vous le dis aujourd'hui, je regarde mes statistiques, quoi qu'il arrive, je vends plus que j'achète. Mais carrément pas dans les proportions que j'avais il y a plusieurs années. Quoi qu'il arrive, le biais est là. Vous ne le détruirez pas. Vous l'anesthésiez et vous le rendez insignificatif. Alors qu'à la base, il aura un impact relativement significatif, plus l'impact du biais est grand. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc, le biais permabère, on en avait déjà parlé un petit peu avant. Comprenez que de toute façon, c'est la même chose pour le biais permaboule. J'ai un peu moins malheureusement de recul là-dessus pour en parler. J'ai juste l'expérience de quelques personnes qui m'ont partagé des expériences de biais permaboule. Hein, et donc ce dont je vous parlais, je sais très bien comment ça se finit. Hein, c'est-à-dire que effectivement derrière la détresse est énorme parce que au final, tu as mis toutes tes économies dedans et puis tu te prends une douche froide assez cataclysmique, tout simplement parce que c'est au moment où tu as tort que tu luttes. Et le problème, c'est comme je vous dis, le problème avec le biais permaboule, c'est que c'est plus confortable 80% du temps, mais les 20% du temps, la vitesse rend les émotions encore plus intenses. C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, du biais permabère, c'est la persistance de la douleur, c'est le pain trade. Tu vois ce que je veux dire? Le permabère, on lui fait du pain trade. On le démonte jour après jour, c'est long, c'est de la torture. Voilà. C'est la torture sur la durée. Le biais permaboule, rassure-toi, c'est pas très bandant non plus. Hein. C'est plutôt le mec qui se trouve à la désillusion totale. Hein. Autrement dit, tout se passait bien avant, ça commence à un peu merder, mais tu vois ça comme des opportunités, puisque de toute façon, à chaque fois que ça a baissé, ça a été une opportunité. Et puis là, il se trouve que c'est pas le cas, et puis comme ça baisse, tu rentres dans le déni, et puis voilà, c'est tout typiquement le Bitcoin. Toutes ces émotions-là, c'était des billets permaboule qui se sont pris des claques. Et t'as qu'à regarder, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as des mecs qui ont surfé la vague, et puis voilà, derrière, t'as toutes les horreurs du billet permaboule. Le hodl, le truc comme ça. Et ça, c'est affreux, parce que psychologiquement parlant, ça dure moins longtemps, mais les émotions sont bien plus intenses. Le désespoir d'un permaboule dans un marché baissier, je te raconte pas le truc. C'est beaucoup plus rapide, mais le problème, c'est que ces gars-là s'accrochent toujours au même truc. Quoi qu'il arrive, ça va remonter. Ouais, mais en fait, l'erreur que tu commets, c'est le fait que oui, ça va remonter. Tout comme quand je vous dis, quoi qu'il arrive, ça va rebaisser. Hein. En fait, les deux biais ont la même façon de fonctionner. Le principe, c'est que quoi qu'il arrive, le mec se dit, bon, c'est pas grave, là, j'ai une perte abyssale, je perds 70% de mon compte, mais quoi qu'il arrive, demain, ça va remonter, et puis demain, je vais me gaver, quoi.
C'est quoi? C'est le même biais. Voilà. Alors celui-là, je peux malheureusement pas en parler parce que je ne l'ai pas vécu personnellement, d'accord? Mais je suis même très ma main à couper que c'est la même chose. Ils pensent la même chose, ces gens-là. Ils se disent que quoi qu'il arrive, la perte aujourd'hui est acceptable, puisque demain je rembourserai tout et que demain je serai riche. C'est stupide. Encore une fois, essayer de supprimer ce biais-là de ce côté-là. On va en parler après, attends, c'était une introduction. Donc on revenait là, je vais en reparler. Donc le principe, c'est qu'on fait ça maintenant parce que, effectivement, comme je te dis, j'ai vu un faisceau d'informations permabère arriver sur mes réseaux et je me dis, si ça arrive chez moi, en fait, les algos Google te connaissent mieux que toi-même. Hein. Toi, quand je te dis, t'as qu'à regarder tes suggestions et tu sauras tout de suite si t'es permaboule ou enfin, si t'es plutôt un biais bullish ou biais baissier. Hein. Si tu vois tout ton flux YouTube et Google te parler du crack imminent et du machin et du bidule et que tu vois les mêmes ressortir à droite à gauche sur toutes tes suggestions, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai un biais baissier. Hein. Voilà, donc on va pas faire simple. Hein. Enfin, on va pas faire compliqué. Donc, comme j'ai vu ça et que j'ai remarqué, ça m'a sauté aux yeux parce que bon, ils sont toujours là de temps en temps dans mes suggestions, hein, voilà. Mais là, c'était un truc de ouf, quoi. C'est-à-dire sur 10 suggestions, c'était 10 vidéos de crack imminent, de panique boursière, de machin, de bidule. Enfin bref, c'était le cataclysme imminent. Et j'étais là, je me dis oh putain merde. Donc, on va se calmer déjà d'une. Mais le pire, c'est que là, cette fois, les prix réagissent. Donc normalement, en fait, les prix réagissent pas à ce genre de truc. Hein. Les prix n'ont strictement rien à foutre normalement. Mais là, oui. C'est-à-dire que là, les prix baissent et les mecs sortent du bois. Donc les permabères commencent à sortir une vidéo tous les 2 jours pour parler de tout ce qui ne va pas. C'est bien, ils font ça depuis 10 ans. Hein. Mais encore une fois, il y a des moments où ils vont avoir raison. Je pense qu'on est au moment où ils vont avoir raison. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je les regarde pour m'informer. D'accord ? C'est ce que j'ai fait hier, je les ai regardés. Donc hier, j'ai regardé tout un tas de vidéos de permabère. J'ai trouvé ça toujours une fois très instructif et surtout très rigolo, évidemment, de voir certains qui comprennent rien à rien et d'être sous l'influence de biais tellement grossiers que c'est comique. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc les informations qui sont transmises là-dedans sont vraies. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Les interprétations qu'ils en font sont biaisées. D'accord ? Eux, ils font le lien immédiat entre ça, c'est ce qui se passe, et voilà ce qui va se passer de manière inévitable. Et ça, c'est le plus dangereux. Parce que tout simplement, ça fait quoi? Ça travaille vos biais d'impatience. Vous avez l'impression que c'est tout de suite là que ça va se produire, que c'est dans les 2 jours qui suivent, que c'est demain, que c'est après-demain, que c'est machin, que c'est tout de suite. Du coup, il faut faire quoi? Il faut renforcer, il faut y aller tout de suite, parce qu'après on ne pourra pas y aller. Tu comprends? N'importe quoi. Ça fait quoi? Depuis quand t'as l'urgence pour la décision? C'est le trade du siècle? Tu dois devenir millionnaire à la fin du crack? C'est quoi ces conneries là? On se détend les gars, il n'y a pas d'urgence. Ok? Oui, si tu as un biais baissier, tu vas gagner un peu plus d'argent dans le biais baissier, parce qu'effectivement, tes biais ici vont normalement te permettre de gagner un peu plus d'argent. Mais si tu te laisses enfiler comme un gros connard et que tu te laisses abuser par ces informations-là et que tu te laisses biaiser, tu vas faire n'importe quoi et tu vas probablement foutre en l'air tes gains. Donc, arrêtez de vous laisser baiser par ces gars-là, regardez-les et pensez toujours à l'information plus qu'à l'action. L'action ne doit pas venir de l'information, jamais, 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 jamais. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on a des signaux baissiers et ces gars-là sortent du bois. Donc là, c'est différent. Là, vous pouvez les écouter, mais normalement, ce qu'il y a dedans, je vous en parle depuis des mois. Je vous en parle depuis des mois, nom de Dieu. Du VIX, du Junk Bonds, du repo, du problème sur les ETF. Ils sont en train de tous sortir du bois pour vous ressortir ces conneries dont je vous parle depuis 2 ans. Je vous dis de les surveiller, moi, depuis 2 ans. Je ne vous dis pas que ça va s'effondrer demain et qu'il faut vendre. Je vous dis juste, on regarde ces faisceaux d'informations. Aujourd'hui, ils vont tous dans le même sens. On a le VIX qui fait un support plus haut que le précédent et qui revient attaquer des résistances avec des creux, avec des sommets ascendants. Là, normalement, prochaine target sur le VIX, c'est 34. 34 sur le VIX, ça veut dire que le support là, il est très très mal barré et qu'on va l'enfumer comme il faut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, le marché ETF, là, il va commencer à pisser le sang. Mais il va probablement s'arrêter par là. Comme je vous dis, l'ETF, c'est les mecs qui vendront en dernier. Hein, c'est eux, ils vont s'accrocher à la perte. Eux, c'est les holders de bitcoins. Hein, mais eux, ils vont se faire rect. C'est-à-dire que, comme d'hab, ils vont continuer d'acheter des actions parce que les prix vont baisser, parce que les analystes vont leur dire que c'est... Il y a des analystes permaboules, il y en a plein. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont vous dire que chaque baisse est une opportunité. Que par exemple, Apple, à 30% du sommet historique, c'est intéressant. Et le mec, il va faire quoi? Il va se dire, ah oui, putain, Claire, elle est balèze, il me reste 5000 balles, j'en achète tout de suite. Pire, je peux faire un petit crédit pour... Allez, bam, on me propose du levier chez tel broker, fantastique. Allez, du coup, j'en achète 200 des actions Apple. Fantastique. Voilà. Et ben le mec, il fait quoi? 2 semaines après, il est rect, tout simplement, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Voilà, Et c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre. D'accord? Donc très très attention. Il faut vraiment faire attention.
ok? Ne pensez à aucun moment que vous devez vous gaver sur la baisse. La baisse, elle doit vous rapporter de l'argent, tout comme la hausse doit vous rapporter de l'argent. Les montants sont normalement supérieurs dans un marché baissier, tout simplement parce que ça baisse plus vite. D'accord? Ça, c'est un mécanisme comme ça, je peux pas, c'est pas moi qui l'ai inventé, la bourse baisse plus vite que quand elle monte. C'est probablement dû à des bons vieux biais humains en psychologie, mais voilà, la réalité c'est ça. Donc ça va baisser plus vite. Donc oui, voilà, enfin, moi j'appelle ça le retour à la réalité. Après, comme je te dis, c'est mes biais de beurre et mes biais d'injustice. On fait n'importe quoi avec les gestions du risque, on paye au bout d'un moment. Mais encore une fois, ça c'est des biais cognitifs qui me font penser comme ça. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des signaux baissiers. Donc, ça fait des semaines, voire des mois que je vous avertis de risque, que je prends des positions spéculatives, et il faut bien encore une fois faire la différence entre le mec qui vend une information parce qu'il pense que c'est demain que c'est la fin du monde et compagnie, moi qui attends sagement d'avoir des conditions favorables pour m'exposer un peu plus. Et je ne suis toujours pas exposé un peu plus. J'ai commencé à renforcer tout doucement hier de 20% mes tailles de position sur les indices, et uniquement sur le S&P 500, d'accord? Et autant vous dire que 20% par rapport aux petits peanuts de taille de position que j'ai, ça ne fait pas grand-chose. Donc je suis toujours sur des leviers spéculatifs relativement faibles. J'aimerais être exposé un petit peu plus, mais je sens pour l'instant le risque de me prendre une quenelle. Donc j'ai pas spécialement envie de m'exposer trop fort pour l'instant. D'accord? Je ne me laisse pas emporter par toutes les conneries que j'ai pu lire, enfin c'est pas des conneries, hein, mais par tout ce que j'ai pu entendre hier, qui m'aurait laissé penser que c'est imminent, c'est dans 2 semaines, c'est inévitable, ça arrive, parce que la Fed injecte, parce que ceci, cela. On s'en fout. Depuis quand tu traites par rapport à ça? Oui, il y a de fortes chances que ça catalyse des baisses, mais encore une fois, tant que les prix baissent pas, c'est du vent. Donc là, les prix baissent. Donc oui, évidemment que je vais renforcer les positions. Je ne vais pas le faire n'importe comment et je ne vais certainement pas faire des x2, x3 sur les tailles de position pour essayer de me gaver et de me rembourser de toutes les pertes hypothétiques que j'aurais pu avoir depuis le marché haussier, que certains pensent. Certains pensent comme ça, se disent ah ouais mais Phil, il serre les fesses depuis des dizaines d'années qu'il vend. Tu comprends, il a toujours été bear. Donc en réalité, il vend depuis toujours dans les marchés financiers et là, il veut se récupérer, il veut se refaire. Oh, franchement non les gars, enfin ça fait un moment que j'ai fini ces conneries-là, quoi. Évidemment, quand le marché baisse de manière volatile, je prends du blé, hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. C'est là où je fais des gains plus gros que des gains habituels parce qu'il y a de la volatilité et que la volatilité a plutôt tendance à s'exprimer rapidement à la vente qu'à l'achat. Donc, le principe est que oui, par exemple, début 2018, j'ai pris des gros gains, mais est-ce que j'ai fait x2 sur le compte? Je vous ai donné les montants, nom de Dieu, les gars. Vous savez combien j'ai gagné. Oui, ce sont des beaux gains, mais ce ne sont certainement pas des gains à rendre quelqu'un millionnaire. Il faut que vous compreniez ça. Moi, quand le marché baisse, je suis pas tout de suite en train de me dire, allez putain, faut y aller bullish, enfin faut y aller all-in, bearish, on renforce toutes les positions, on y va comme des gros teubés. Non, je gère mon risque à la baisse comme je le fais à l'achat. Seulement, je suis conscient qu'à la baisse, ça va un peu plus vite. Et là, je suis conscient que les conditions de liquidité qu'on a et la conjonction des informations qui sont que là, il y a tout le monde qui est en train d'assez mal s'orienter. Sur les junk bonds, on est en échec de franchissement de résistance. Sur le VIX, on est en train de constituer des supports ascendants avec des résistances qui ont déjà cédé. Donc c'est plutôt mauvais signe. Il n'y a que le S&P 500 qui était orienté à l'achat et qui là est en train d'échouer au franchissement de son sommet historique. Pour l'instant, il ne franchit pas encore de support. Personnellement, moi j'ai connu que ce contexte-là et on est un peu macaque. J'aimerais bien connaître un autre contexte de marché, genre Attends, 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 attends. du cycle économique, quoi. Ah non, 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 non. Alors déjà, on se détend. Pour l'instant, tu n'as jamais connu rien de similaire, puisque pour l'instant, déjà d'une, on a. Ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que la situation dans laquelle on est, c'est qu'on a des faisceaux baissiers de court terme. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Parce que pour l'instant, le court terme, c'était plutôt haussier, 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 et tout ça, tout ça. Le moyen terme était neutre. Le moyen terme est toujours neutre. On n'est pas encore baissier moyen terme. Qu'est-ce qu'il faut pour être baissier moyen terme? Voilà, là on a fait la partie psychologique, là on fait la partie technique. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut pour que je renforce? Plus conséquent. En fait, à partir de quel moment je sors du levier spéculatif et je suis prêt à renforcer un petit peu plus sérieusement mes positions? Voilà, oui, c'est pas bien compliqué. Pour l'instant, on a un faisceau d'informations baissières. C'est-à-dire que pour l'instant, on franchissait des résistances, on tenait des supports. Là, c'est la première fois qu'on échoue à franchir des résistances, donc on vient retester les supports. Est-ce que les supports ont cédé? Voilà, les supports n'ont pas cédé. Alors évidemment, quand on vient chercher des supports, on a toujours un faisceau d'informations baissier. Donc c'est normal que pour l'instant, vous ayez un faisceau d'informations baissier. Ça nous tire vers les supports. Ok,
Bien. Maintenant, est-ce que les supports ont cédé? Non. Donc, ça reste des informations. Si ça remonte dans 3 jours, il faut arrêter les ventes. Point barre, c'est tout. Si on revient chercher le sommet historique, c'est terminé. Au revoir, merci. Mais là, on a un faisceau d'informations baissier, avec un momentum baissier, et donc on a tout qui tire vers les supports. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est logique de chercher à acheter? Non. Les mecs qui achètent, c'est quoi leur argument? C'est des arguments de permaboule. Ils disent, c'est trop bear, donc ça va être boule. C'est fantastique, j'adore ça. Moi, quand je vois ça, je me dis, oh putain, c'est génial, on va se faire du permaboule. Maintenant, c'est une idée. Donc encore une fois, ça m'amuse. Mais est-ce que ça me fait renforcer les positions? Alors oui, un petit peu, je l'avoue. J'ai renforcé les positions un peu pour ça hier. Mais hier, on a quand même fait une clôture tout en bas. Et je vous dis, j'ai hésité à renforcer Apple et je vais me mordre les doigts de ne pas l'avoir fait. Parce que voilà, du coup, je vais devoir le faire ce matin, enfin cet après-midi avec un gap. Donc c'est moins bien. Mais voilà, il y a des trucs comme ça. Après, hier, si j'avais été super chaud, j'aurais fait quoi? J'aurais doublé la taille de position sur Microsoft, doublé la taille de position sur Apple, et j'aurais doublé mes ventes S&P 500. Non, j'ai fait quoi? J'ai renforcé 20% sur le S&P 500, et je me suis dit, j'attends pour Apple demain, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, je veux voir une confirmation d'abord. Voilà. Est-ce que vous comprenez la différence que c'est entre ce que j'aurais pu faire, par exemple, il y a quelques années, et ce que je fais aujourd'hui? Et le simple fait que oui, j'ai toujours un biais baissier, et je l'aurai toute ma vie très probablement, ça m'étonnerait que j'en change en tout cas, mais en tout cas, il est quasiment plus impacté dans mon trading aujourd'hui, où son impact est minime. Tellement minime que de toute façon, le travail à côté d'apprentissage et de maîtrise des outils de trading fait que quoi qu'il arrive, même s'il peut être légèrement impactant ce biais, je n'ai pas besoin d'aller le travailler plus que ça. C'est pas lui qui me rendra plus profitable. Le fait que j'en avais marre de voir la politique s'immiscer directement dans la finance. Ouais, mais ça, Ça biaise tout en fait. ouais, mais on s'en fout. Enfin, encore une fois, c'est du traitement d'informations. Donc, que la politique s'immisce dans les marchés, enfin, sans déconner, c'est une grande nouveauté pour toi. Ça a toujours été le cas. C'est juste que là, aujourd'hui, c'est fait de façon extrêmement grotesque. Euh, voilà, moi, le biais qui m'a travaillé dernièrement, et il m'a fallu des mois pour m'en rendre compte. Je suis conscient, les gars, que j'ai un énorme problème avec Donald Trump. J'ai pas un problème avec le marché et compagnie et des biais baissiers. Le problème auquel je suis confronté aujourd'hui. Merde, une seconde. Putain, casse-toi de là. Non, c'est mon chat qui va vomito là. Parce qu'il bouffe ses poils comme tous les chats, il est très intelligent. Mais il a les vomitos sur le tapis. Donc, hop, voilà. Magnifique. Désolé si vous avez eu des bruits, je ne peux rien, c'est brut de décoffrage comme d'hab. Mais voilà. Donc le principe, c'est, comprenez bien ça. D'accord? Moi j'ai un problème avec Trump, j'en suis conscient. Ça a impacté mon trading à un moment donné, de manière relative, parce que de toute façon, plus vous apprenez à gérer les risques, moins les biais sont impactants. Mais j'ai eu un petit biais et je l'ai ressenti à un moment donné. Le problème, moi, je vous dis, Trump, c'est un biais cognitif absolument fou contre l'imbécilité. Donc, évidemment, ce mec-là, il m'irrite au possible. Le narcissisme et moi, on n'est vraiment pas potes. Donc, évidemment que Trump, ça me hérisse les poils, quoi. De dire un mec comme ça a autant de pouvoir, surtout que je sais comment ça finit avec ces gars-là. Voilà. Donc, évidemment, ça a un peu impacté mon jugement, mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, quand je suis impacté, j'en m'en rends très vite compte. Je suis impacté à un moment, ça va peut-être impacter un ou deux trades. Oui, certes, il n'y a pas de problème, je le dis, il n'y a aucun problème. J'ai clairement amplifié les pertes que j'ai prises cette année, là, à cause de ça. Normalement, j'aurais jamais pris un gain aussi gros cette année, parce que j'ai pris un peu plus de risques que ce que j'aurais dû faire, à cause de ce biais. Voilà. Mais toujours pareil, moi je fais toujours la rétrospective de mes erreurs. Quand j'ai fait une bêtise, c'est soit que j'ai pas respecté des règles, et si j'ai pas respecté des règles, je veux toujours savoir pourquoi. J'ai un peu entravé certaines règles de gestion du risque au début de l'année. C'est ce qui m'a valu du coup de rendre la moitié de mes gains très rapidement début 2019. Mais encore une fois, est-ce que je me suis caché? Non. Est-ce que j'ai tiré les conclusions de mes trucs? Oui. La conclusion, c'est que ouais, j'étais sous l'impact d'un biais. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, j'ai peut-être pris une perte, mais j'ai appris quelque chose. Ouais, et quand on apprend quelque chose, on devient meilleur le lendemain. C'est ça la différence. Que vous ayez des biais, que ces biais impactent votre trading, c'est le cas de tout le monde. Seulement, avancez, nom de Dieu. Il y a des gens qui préfèrent tourner en rond toute leur vie. Et ben vous, au moins, essayez de tirer parti et de tirer profit de vos erreurs. Ok? L'erreur, tout le monde les fait. Et on avance tous plus ou moins vite par rapport à nos erreurs. Essayez juste d'avancer plutôt que de rester sur place.
Les shorts S&P 500, si vous les renforcez, c'est uniquement parce que vous avez des positions au sommet et qu'elles sont très faiblement leveragées. C'est mon cas hier, j'ai renforcé parce que j'ai vraiment des toutes petites positions. C'est celles qui me restent de l'autre jour, hein, d'il y a plusieurs semaines, qui ont tenu pour l'instant sur le sommet historique. Mais comme elles sont relativement faibles, ces positions, par rapport à l'estimation du risque que j'ai pour l'instant, j'ai renforcé légèrement hier. Point à la ligne. Et 20% de renfort sur une taille de position qui est déjà très faible, ça fait clairement pas grand-chose. Je suis encore très loin du levier max spéculatif, et pourtant, j'aurais bien envie d'y être. Donc j'attends encore des confirmations, mais à votre avis... Alors tiens, on va y arriver. À votre avis, pourquoi du coup je ne suis pas encore en levier max spéculatif? S'il y en a un qui trouve, c'est bien. J'aimerais au moins que les jaunes me trouvent la réponse. Donc évidemment, c'est parce qu'on n'a pas cassé les supports daily, hein, mais les supports daily, qu'on soit d'accord, quand on va les attaquer, je serai déjà en levier, enfin je serai déjà sorti du levier spéculatif. Mais pourquoi pour l'instant j'y vais doucement? Rien à foutre de Donald Trump et de ses deals. Hein. Le deal, encore une fois, tout le monde pense que c'est lui qui a la maîtrise. Il maîtrise déjà plus rien depuis longtemps, Trump. Hein. Sinon, le deal, on l'aurait déjà. Donc le deal, c'est pas parce que Trump veut le retarder, c'est parce qu'il n'arrive pas à l'avoir. Hein. Il faut que vous réfléchissiez un peu plus quand même. Une odeur de chat? Non. Voilà, oui, bon, c'est bien, c'est content, voilà, c'est bien, il y en a plein qui ont trouvé. Et effectivement, il y a aussi le fait que qu'on gappe ce matin, là, ça m'invite pas à être super vert. C'était juste une petite blague, c'est pas grave, c'est pas pour Non, le gap, effectivement, ça me plaît pas trop. J'aime pas qu'on laisse des gaps cash derrière parce que ça va peut-être nous obliger à remonter dans quelques jours. Donc c'est pas grave, ça nous fera des pullbacks, mais voilà, j'aime pas trop le fait qu'on gappe le cash aujourd'hui. Maintenant, bon, c'est pas non plus la fin du monde. J'aimerais bien en fait qu'on remonte, clôturer le gap à l'ouverture à Wall Street pour qu'on laisse pas non plus un gros trou béant qui pourrait éventuellement nous forcer à remonter. Euh, mais effectivement, c'est le NFP le problème. Le problème, c'est que là, moi, cette semaine, je m'attendais en fait à l'inverse. Je pensais qu'on allait avoir des bons PMI et que du coup, ça allait nous tirer de nouveau vers les résistances, où j'aurais pu trouver ma gestion du risque et vendre un petit peu. Euh, et je m'attendais à ce que derrière, on ait un NFP mauvais. En tout cas, qu'on ait un marché de l'emploi qui se détériore. Je n'ai pas dit mauvais forcément cataclysme de NFP, mais je m'attendais à ce que le NFP soit décevant. Pas forcément en ligne droite, c'est-à-dire un mauvais chiffre de création d'emploi, mais je m'attendais à voir au moins l'emploi U6 passer à 7,3 ou 7,4 et montrer que ça fait 2 mois de suite que le taux de chômage réel remonte. Et là, effectivement, je me serais dit, putain, c'est pas bon signe pour la suite. Et le marché de l'emploi qui tombe, c'est un peu la dernière pierre sur laquelle ils essaient de reposer leur construction haussière. Mais je ne connais pas le NFP, je ne connais pas le chiffre, je ne sais pas ce que c'est. Et maintenant qu'on a eu un mauvais PMI, bah, je suis forcément obligé de prendre en compte le cas qu'on ait un très bon NFP. Et si on a un très bon NFP, est-ce que je peux m'exposer avec un levier spéculatif max? Eh ben non. Donc c'est aussi simple que ça. Soit le NFP là, il nous fait traverser les supports daily et on va faire une semaine de rouge sang, c'est-à-dire le mauvais PMI, le mauvais NFP et le cataclysme boursier, c'est-à-dire cassure des supports, où on clôture sur les supports et lundi matin on rouvre dessous direct avec un nouveau gap baissier. Option numéro 2, le NFP est bon, on remonte et on laisse l'équilibre pour la semaine. Et là, c'est la semaine prochaine qui décide. Et dans ce cas-là, si c'est ça qui se passe, bah, qu'est-ce qui se passe concrètement? On est toujours dans des ranges, on est toujours dans de l'hésitation. Le range et l'hésitation, c'est le levier spéculatif. Point à la ligne. Et on ne va jamais plus loin que ça. Pour l'instant, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une tendance baissière? Absolument pas. Donc, levier spéculatif. Il y a un catalyseur fort qui arrive avec beaucoup d'attentes. Vous ne pouvez pas vous exposer fortement avant. C'est aussi simple que ça. Sinon, ça retient du pari. Ça revient du pari plus que... Moi, je suis prêt à m'exposer avant le NFP, mais avec des ratios risque-rendement, c'est-à-dire avec des gestions du risque. Le problème, c'est que comme là, on est plutôt en train de chasser les supports, à moi, je prends des renforts en cassure sur les supports, c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas m'exposer plus confortablement, tout simplement parce que je n'ai pas les gestions du risque qui me permettent d'augmenter les tailles de position. Pour ça, il me faudrait soit des pullbacks, soit des retests de résistance, ou des trucs comme ça. Chose que pour l'instant, on n'a pas. C'est compris? Non, quand je parle de gap, je parle du gap qu'on va avoir là à l'ouverture à Wall Street. Hein, là, regardez, si je fous mon graphique. Merde. Oh putain, non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, j'ai foutu la mouise. Je me suis... Attendez, je reviens là. Je me remets sur... Ok. Hop. Voilà. Si vous prenez votre S&P 500, voilà, vous vous dites... SPX, pardon. Voilà.
Vous dites, hier, on a clôturé au plus bas de la session, hein, alors que c'était quand même une session bien baire et clôturer en bas, c'est quand même jamais très bandant. On a clôturé 2939. Là, on est en train de coter 2922. Hein. Donc là, il y a un joli trou de cotation à Wall Street. Un joli trou béant. Et c'est pas très excitant. Hein. Voilà. C'est pas très excitant. Est-ce qu'on peut laisser ce gap ouvert? Oui. Est-ce qu'on peut le laisser ouvert indéfiniment? Je pense malheureusement que non. Donc, on reviendra probablement fermer ce gap. Ça, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et ça ne m'arrange pas. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on le ferme. Ok? Je préférerais qu'on ferme ce niveau-là. Comme ça, si on ferme le gap, on est tranquille. En fait, moi, ce que j'aurais aimé, regardez, si vous foutez le SPX, je vous fous un graphe. Oh putain, attendez, je vais enlever mes petits points, sinon vous allez flipper vos races. Enfin, vous allez... Hop, voilà. Hop. Et hop. Tac, je vous mets les graphiques. Voilà. Je vous ai parlé de ça il y a 2-3 jours, on va voir si les experts se rappellent de ça. Quel est le seul gap qu'on aurait pu laisser ouvert et ne pas revenir refermer? Ça aurait été l'Iceland Reversal. Bon, problème, on a fermé cette structure, on a fermé le gap haussier. Donc là, le gap baissier, on a de fortes chances de le refermer. Parce que de mémoire, je ne crois pas qu'un Iceland Reversal incliné comme ça existe. Enfin, j'ai pas de... Ouais, par exemple, l'épaule tête-épaule, c'est une structure qui peut s'incliner parfois. Quand le biais est tellement fort, vous pouvez avoir des épaules tête-épaule teintées à la hausse, et pourtant, ça reste des structures de renversement. Hein. Je ne sais pas si l'Iceland Reversal peut être théoriquement considéré comme tel ici, en disant, entre guillemets, on a passé quelques semaines à côté ici, si je me mets en daily, voilà, en one hebdo même, on a dans ce cas-là passé quelques semaines à côté toute la zone, ouais mais non, parce que du coup c'est vraiment daily, hein. Et dans ce cas-là, ici, on regape à la baisse sous les 920 là, et on accélère à la baisse, et dans ce cas-là, on fait un Iceland Reversal orienté vers la baisse. Je sais pas, j'ai pas d'exemple concret de cette structure. Voilà. Donc, est-ce qu'on va nécessairement refermer ce gap? Sérieusement, je ne dis clairement pas oui. Je dis juste que je n'ai pas suffisamment de recul sur cette pattern pour dire j'ai une gestion du risque. Ah tiens, ça commence à vous parler ça normalement. Vous commencez à comprendre comment je raisonne en fait. Je raisonne pas parce que j'ai envie, parce que j'ai machin, je raisonne sur les choses que je maîtrise ou que je ne maîtrise pas. Là, clairement, je ne maîtrise pas, je ne vais pas utiliser cette information pour prendre des risques. Je ne prends des risques que quand je suis capable de gérer les risques. Alors évidemment, la gestion du risque, c'est un peu abstrait, c'est-à-dire que des fois, on le fait bien, des fois, on le fait moins bien, mais tant qu'on le fait déjà, on est plus efficient que la plupart des gens. Oui, le live est enregistré, parce que, évidemment, celui-là, il est capital. C'est pratiquement une live room, en fait. Hein. C'est comme si je vous avais fait 2 live rooms aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, dans 10 minutes, je vais devoir m'arrêter. Donc, je regarde parce que je me fais bourriner de messages en même temps. Ok. Bon. Je vais couper l'enregistrement. Pour le live, je pense qu'on en a fini sur tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet, puis ça fait 1h11 d'enregistrement. Donc j'arrête tout de suite. Merci à vous, donc, si vous regardez en replay. Merci à ceux qui étaient là en live. On va se faire une petite séance de questions de 10 minutes, et puis après, je vais gentiment me barrer pour mon rendez-vous. Voilà.